politique, c'est sur ATV. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Réponse consacré à ces élections législatives 2017. Les 10 et 17 juin, vous le savez, les Martiniquais vont élire les 4 députés qui nous représenteront à l'Assemblée nationale. Pour vous aider à faire votre choix, ATV donne la parole à tous les candidats dans le cadre de débats en direct tous les jeudis jusqu'à la veille du premier tour. Une émission que j'ai le plaisir de co-présenter avec Eddy Marajo. Bonsoir Eddy. Bonsoir Kathleen. Et avec Mike Irask qui nous rejoindra tout à l'heure. Émission que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions via les réseaux sociaux. #débat ATV. Après celle du Sud et de Fort-de-France, gros plan ce soir sur la première circonscription de Martinique, la circonscription Centre-Atlantique. 14 des 15 candidats en lice vont se confronter dans quelques minutes sur notre plateau. Lors de 3 débats, la répartition a été déterminée par tirage au sort. Premier débat à 20h15 avec Philippe Edmond-Mariette, candidat sans étiquette, Vanessa Hubert de l'UDI, Chantal Maignan, investi par La République En Marche, Raphaël Vaugirard de la Fédération socialiste de Martinique et Franz Lebon, candidat sans étiquette. Le second débat de la soirée opposera Géraldine de Toré de la France Insoumise, Josette Manin d'Ensemble pour une Martinique Nouvelle, Karine Mousseau des Républicains, Gérard Talmincy de Nous Peuplin et Christian Verneuil du Rassemblement démocratique martiniquais. Enfin, à 22h45, troisième débat avec Marie de Virginie de l'UPR, Fabrice Dunon du Grand Assemblée, Joanne Godou du Cercle démocratique martiniquais et Marie-Hélène Marthe dite Surelli de Lutte ouvrière, combat ouvrier. Mais revenons d'abord, si vous le voulez bien, sur le profil de cette première circonscription. Elle est apparue lors du redécoupage de 2010, présentation avec Guillaume Bacoul. La première circonscription ou circonscription du Centre-Atlantique est composée de 5 communes, le Lamentin, le François, le Robert, Trinité et le Gros-Morne. Le tout pour un total de 105 000 habitants. Un assemblage plutôt hétéroclite. D'un côté, la seconde commune de la Martinique de par sa population avec 40 000 habitants. Le Lamentin est le cœur de l'industrie martiniquaise, mais aussi le lieu de résidence de l'aéroport Aimé Césaire. De l'autre, le François, 18 225 habitants, le Robert, 23 296 habitants, Trinité, 13 253 habitants, ou encore le Gros-Morne avec ses 10 000 habitants. Des communes plutôt rurales, concernées à la fois par les défis de la mer à travers leur côte atlantique et les enjeux de l'agriculture, premier pourvoyeur d'emplois sur les territoires du Gros-Morne ou du François. L'histoire politique de la circonscription centre est récente. La première circonscription législative est née du redécoupage de 2010. Elle n'aura donc connu que l'élection de 2012. À l'époque, c'est Alfred Marie-Jeanne qui l'avait emportée, battant au second tour le député sortant socialiste, Louis-Joseph Manscourt de 1414 voix, avec 52,43% des suffrages. Cette fois-ci, ils sont 15 à y briguer un mandat, 7 hommes et 8 femmes. C'est la seule circonscription à en présenter autant. Alors, on l'a dit, Eddy, sur cette circonscription Centre-Atlantique, le député sortant Alfred Marie-Jeanne ne se représente pas. On l'a vu également 15 candidats sur cette circonscription. Est-ce à dire, du fait que le sortant ne se représente pas, que tous les paris sont ouverts ? Oui, là, les jeux ne sont pas faits, très clairement. Autant sur les autres circonscriptions, on peut se dire qu'on sait déjà, grosso modo, qui sera au deuxième tour. Là, ça va être difficile. Il y a 4 candidats qui devancent, grosso modo, les autres. Donc, on aura à la fois un premier tour très disputé, avec des écarts assez serrés, et puis un deuxième tour, bien évidemment, où le suspense sera totalement conservé. Donc, tout est possible. Surtout que quasiment toutes les forces politiques sont représentées, avec là, je dirais, une espèce d'expression de renouveau. Donc il y a à la fois des gens qu'on a déjà vus traditionnellement, et puis il y a l'émergence de nouvelles têtes, de nouveaux candidats, ce qui donne un piment particulier à cette circonscription. C'est la seule sur laquelle il y a vraiment une interrogation pour l'avenir. Il y a vraiment un suspense et il est assez clair, vous l'avez sous-entendu, qu'il y aura nécessairement un second tour pour départager tout ce monde. Oui, il faut rappeler un peu les chiffres. Il y a un peu plus de 80 000 inscrits dans cette circonscription. Pour faire 25% des inscrits et 50% des exprimés pour être élu au premier tour, il faudrait être très costaud. Aucun des candidats là n'a
ni l'aura, ni la notoriété pour gagner au premier tour. Ça, c'est clair. D'ailleurs, même Alfred Marie-Jeanne est passé par le deuxième tour en 2012 pour être élu. Donc là, c'est une circonscription très particulière avec une espèce je dirais de volonté parmi les candidats de faire pluriel, alors qu'on sait qu'une des villes parmi les 5 qui constituent cette circonscription va faire la décision, c'est le Lamentin. Donc un petit conseil, concentrez-vous un peu sur le Lamentin. Merci Eddy, et l'on rejoint tout de suite les 5 candidats pour le premier de nos 3 débats de la soirée. À tout de suite. Voilà, comme promis, nous avons rejoint nos 5 candidats pour le premier de nos 3 débats de la soirée. Chaque candidat dispose de 10 minutes de temps de parole, plus 1 minute réservée à la conclusion. Ainsi en a décidé le tirage au sort réalisé hier dans nos locaux. Pour ce premier plateau, nous retrouvons Raphaël Vaugirard, candidat de la Fédération socialiste de Martinique. Bonsoir. Seul candidat de la Fédération socialiste. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Avec nous également pour ce premier plateau, Franz Lebon, candidat sans étiquette. Bonsoir. Sans étiquette, bonsoir. Sur ce plateau également, Vanessa Hubert, vous êtes la candidate sur cette circonscription de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. Merci d'être avec nous ce soir. Également sur ce plateau, Philippe Edmond-Mariette, candidat sans étiquette. Merci d'être avec nous. Merci, bonsoir, et puis bonsoir à tous ceux qui vont nous suivre depuis leur domicile. Et nous avons également pour ce premier débat Chantal Maignan, la candidate investie par La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir Monsieur Marajo et bonsoir évidemment à tous ceux qui ce soir vont nous accorder leur attention et leur sympathie aussi. Habitués des batailles électorales ou novices en politique, élus ou militants expérimentés, membres de la société civile, vos parcours et vos motivations à briguer cette fonction ne sont pas toujours les mêmes. Alors pourquoi êtes-vous candidat à cette élection? C'est notre première question ce soir. Et l'on commence donc avec vous, Raphaël Vaugirard, on l'a dit, membre de la Fédération socialiste de Martinique, docteur en sciences économiques, cadre territorial. Vous avez aussi été dans votre parcours assistant parlementaire. Vous étiez conseiller général du Gros Morne, également conseiller municipal et communautaire suite au municipal de 2014 au Gros Morne. C'est votre première candidature aux élections législatives sur la circonscription ravie en 2012 à Louis-Joseph Manscourt par Alfred Marie-Jeanne. Alors, Raphaël Vaugirard, est-ce que l'heure de la revanche socialiste a sonné? Alors, Madame Bilas, alors bonsoir aux téléspectateurs. J'ai plusieurs raisons qui expliquent ma candidature. La première, évidemment, c'est que je suis un militant socialiste depuis 10 ans. En conséquence, lorsqu'on est militant, on s'engage pour son parti, pour défendre les valeurs de son parti. Et puis la deuxième raison, vous l'avez dit, je suis collaborateur de M. Manscourt depuis 2002, depuis qu'il a été élu député. Et M. Manscourt qui a été trahi en 2012. Donc nous venons... Par qui? Non, je dis il a été trahi. Et puis la troisième raison... La troisième raison, c'est le renouvellement des générations. On va revenir le sur ça, renouvellement. Monsieur Marjo, laissez-moi terminer mes raisons. Oui, bien sûr. Et puis la troisième raison, vous l'avez dit, j'ai une formation qui me permet d'être une force de proposition pour mon pays. Voilà les raisons pour lesquelles je suis candidat. Alors, on va poursuivre. Oui, mais comme vous n'interrogez pas les autres. Mais vous ne voulez pas dire aux gens toute la vérité? Mais si vous le voulez. Allons-y. Il a été trahi par qui? Alors, je vois très mal M. Louis-Joseph Manscourt, au deuxième tour des législatives en 2012, appelé pour voter pour M. Marie-Jeanne. Et c'est ce qui s'est fait contre lui, alors qu'il avait des partenaires de son camp. Donc, quand vous dites trahi, alors j'essaie d'expliciter un petit peu vos propos. Donc, vous dites qu'il y a Monsieur Manscourt faisait partie d'un camp, c'est bien ça, et on va dire ses partenaires ont appelé à voter
pour son adversaire lors du deuxième tour. C'est bien ça. Enfin, vous le dites avec vos mots à vous. Non, mais vous savez qu'il y a des gens qui nous écoutent qui essaient de non, comprendre. mais les gens savent que vous êtes informés également, M. Marajo. Très bien. Donc c'est une attaque directe en direction de Philippe Edmond Mariette. C'est un fait, madame. Non, ce n'est pas une attaque, je n'attaque personne. On commence bien la soirée. Je dis le fait, c'est tout. On commence bien la soirée. Alors, très rapidement, Monsieur Vaugirard, en 2012, Louis-Joseph Mansco récoltait donc 48% des suffrages contre 52% pour Alfred Marie-Jeanne, j'ai arrondi. À l'époque, Louis-Joseph Mansco était le sortant, même si la circonscription avait changé de physionomie. Après la défaite à la CTM avec l'alliance EPMN, dont vous êtes sorti depuis la FSM, la débâcle du candidat socialiste Benoît Hamon au présidentiel, est-ce que vous pensez que les voix socialistes pèsent toujours lourd dans cette circonscription? La Martinique, c'est un pays qui est de gauche. Toutes les élections présidentielles le démontrent, même l'élection de M. Macron avec 77%. Ce sont très souvent des voix de la gauche, et notamment de la gauche socialiste. Depuis, si vous voulez, je reprends depuis Jospin, en 1995, en 2002, à chaque fois, les candidats socialistes... Que reste-t-il non, mais je vous dis, depuis socialistes? Lionel Jospin, en 1992, en 2002, depuis Ségolène Royal, en 2007, et François Hollande, en 2012, à chaque fois, et les candidats socialistes obtiennent 70%. Sauf avec Benoît Hamon. Non, mais Benoît Hamon, tout le monde sait que dans quel contexte ça s'est fait. Voilà. Alors, socialiste, il a été un temps, d'ailleurs. Franz Lebon, avocat de profession, vous avez été conseiller municipal du Lamentin de 1995 à 2004, conseiller régional également au sein du groupe Bâtir. L'Assemblée nationale, vous connaissez, puisque vous avez été l'assistant parlementaire du député-maire Louis-Joseph Doguet. Alors, vous aviez effectivement de fortes accointances socialistes avant de rejoindre les rangs de Bâtir, dont vous avez été l'un des membres fondateurs. Et aujourd'hui, vous candidatez sans étiquette. Pourquoi? Est-ce parce qu'il n'y avait plus de place pour Franz Lebon dans vos familles politiques d'origine? Je voudrais simplement, avant de vous répondre, saluer toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce soir, ceux qui sont au travail, parce qu'il y en a qui font tourner le pays, dans les hôpitaux, dans un certain nombre d'entreprises, je voudrais les saluer. Alors, la réponse, elle est très simple. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de place dans ce parti que l'on cherche une autre voie. C'est simplement parce que le parti en question ou les partis en question ne sont plus en adéquation avec vos convictions. Et dans le cas précis que vous citez, qu'il s'agisse du Parti socialiste, qu'il s'agisse de Bâtir, nous étions dans une démarche qui s'est terminée lamentablement. On est parti de partis qui avaient une dimension régionale pour finir dans des espèces de petites structures communales. Le Parti socialiste aujourd'hui, c'est Trinité, et Bâtir, c'est le Lamentin. Je ne me retrouve pas dans des partis qui n'ont pas une envergure, je dirais, nationale, qui ne touchent pas tous les électeurs de la Martinique, de Grand-Rivière à Sainte-Anne. En réalité, je ne me sens pas à l'aise dans des coteries communales, et donc j'ai décidé de reprendre ma liberté. Alors, vous aviez quelque peu disparu des écrans radars politiques. Pourquoi faire votre retour là, maintenant, pour ces législatives? Est-ce que c'est parce que le député sortant ne se représente pas, qu'il y a un appel d'air? Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir maintenant? Alors, je vous réponds tout de suite. Oui. Ce n'est pas parce que M. Marie-Jeanne, qui est encore député de la circonscription, ne se représente pas que je pense qu'il y a un appel d'air. Pas du tout. Ça fait des années que je suis sur le terrain. J'assume des responsabilités associatives. Je fais un certain nombre de choses avec des jeunes, des personnes âgées. Et donc, ça n'est un hasard pour personne, en tout cas pour ceux qui me connaissent, que de constater que, fidèle à mes engagements, fidèle à mes convictions, mais que je souhaite porter une voix dans ce débat qui se déroule, que les téléspectateurs apprécient, parce que je considère qu'aujourd'hui, il faut que des gens qui ont un minimum d'expérience, que des gens qui ont des choses à dire à ce pays-là et qui ont assumé des responsabilités soient en mesure de porter une voix forte à l'Assemblée nationale. Et dans mon cas précis, vous avez évoqué mon passage à l'Assemblée nationale. Effectivement, j'ai été assistant parlementaire de M. Louis-Joseph Doguet de 1986 à 1988. J'ai eu, je ne sais pas si on peut appeler ça la chance, mais en tout cas, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que vous avez vu, on a vu le Front National arriver en force.
Et c'est la première fois aussi qu'en France, on a assisté à ce qu'on appelle la cohabitation, c'est-à-dire de côté le président Mitterrand et de l'autre côté Chirac. Donc, lorsque vous travaillez à l'Assemblée nationale dans ces conditions-là, ça vous apprend beaucoup de choses. Et je pense que ce que j'ai appris dans cette période-là, je peux le rendre aujourd'hui parce que je pense que ça peut être utile pour mon pays. Merci. Vanessa Hubert, ancienne photographe et chef d'entreprise. Vous intervenez notamment dans le secteur du social en tant que moniteur éducateur. C'est votre formation. Association d'insertion par l'art et l'artisanat. Vous êtes également intervenu dans des associations de promotion sociale des personnes handicapées. C'est votre première participation à une élection donc sous la bannière de l'Union des démocrates et indépendants. Qu'est-ce qui vous a décidé à aller dans cette bataille, d'autant qu'au départ, l'UDI ne devait présenter qu'un candidat en la personne de Philippe Petit. Finalement, il s'est entouré de 3 autres candidats, dont vous. Pourquoi vous êtes lancé dans la bataille politique? Mais bonsoir, merci de m'inviter. Je me suis lancée dans la bataille politique parce que les enjeux aujourd'hui sont majeurs. Nous avons une société martiniquaise qui est en souffrance, mais qui choisit au quotidien d'être des combattants en fait. Vous avez des gens qui se battent tous les jours pour se débrouiller, pour exister, et il faut faire monter au plus haut les revendications de ces personnes-là. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, vous habitez à Petit-Anse, ce qui vous ne relie pas tout à fait directement avec cette circonscription du Centre Atlantique. Alors, qu'est-ce que vous en connaissez? Quel est votre ancrage dans ce territoire? Alors, mon ancrage à Trinité, au Robert notamment, où j'ai étudié et où j'ai de la famille, effectivement, où je suis amenée quotidiennement à aller. Donc, c'est tout naturellement que je me suis positionnée sur cette circonscription. C'est vous qui avez choisi d'y aller, ou on vous a demandé de venir pour répondre aux quotas du parti? Vous avez vraiment envie aujourd'hui d'être députée de la Martinique? Oui, j'ai envie d'être députée parce que la Martinique a besoin de personnes au-delà de la qualification, de gens qui sont de qualité. Et j'ai au cours de mon parcours, comme je vous l'ai dit, accompagné des personnes, des petites gens, comme on dit, des gens très, très compétents au niveau de leur quotidien, mais qui ne sont pas entendus, puisque en Martinique, les gens ne restent pas, ils préfèrent partir quand ils sont à bout de souffle, ou préfèrent porter la Martinique autrement, mais ne restent pas. Philippe Edmond-Mariette, avocat, vous êtes depuis 2015 et jusqu'en 2020 membre du Conseil économique, social et environnemental national, adjoint au maire du Lamentin pendant 12 ans. Vous avez été député de 2003 à 2007 suite à l'invalidation de l'élection de Pierre Samo, dont vous étiez le suppléant. En 2012, vous étiez candidat sur cette même circonscription, éliminé au premier tour avec 18% des voix. Vous étiez également candidat aux législatives en 2007 sur ce qui était à l'époque la 3e circonscription, et vous avez récolté à l'époque 32% des voix. Nouvelle tentative donc cette année. Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'elle pourrait être la bonne pour vous? D'abord parce que 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et puis parce que j'avais sans doute en moi-même cette envie qui me titillait, mais qui ne vaut rien parce qu'elle n'est que vanité quand elle n'est pas portée par un ensemble de personnes qui vous soutiennent. Et quand j'ai vu venir vers moi autant d'amis, autant de Martiniquais, de tous bords politiques, de toutes tendances politiques confondues, pour me dire qu'en cette période troublée que vivait la France, mais singulièrement la Martinique, qu'il convenait que je m'engage dans la bataille. Et quand j'entends tout à l'heure mes homologues, M. Vaugirard, M. Lebon, parler de leur expérience d'assistant parlementaire, permettez-moi de dire que si j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils viennent de dire, mais il est évident que celui qui a exercé déjà la fonction ne peut une seconde fois, au contraire, que sans doute mieux faire et porter plus haut la voix de la Martinique tout entière. En 2012, et Raphaël Vaugirard l'a mentionné, il semble vous en tenir rigueur, vous aviez appelé à voter Alfred Marie-Jeanne au second tour. Et j'assume tout à fait mon choix. Voilà, sauf que cette année, le MIM a investi un autre candidat, en l'occurrence Fabrice Dunon. Pourtant, vous affirmez avoir vous aussi le soutien
des indépendantistes. Alors, est-ce que le candidat officiel, c'est Fabrice Dunon et le candidat officieux, Philippe Edmond Mariette? Ah non, vous n'avez peut-être pas bien compris. Sans J'ai doute. dit et répété que Excusez-moi. M. Marie-Jeanne ne m'avait rien demandé. Il ne m'a non plus rien promis, c'est très clair. Il a fait un autre choix. Aujourd'hui, quand je dis que je suis supporté et que je suis même porté par des indépendantistes, je veux parler de personnes qui se sont positionnées à titre individuel et directement. Donc, il y a des gens de PNM, il y a des gens du mouvement indépendantiste, il y a des gens qui sont même des gens de droite, mais je rappelle encore une fois, des gens de la société civile. C'est tout ce courant très fort-là qui me porte et qui fait que j'ai accepté de revenir au combat parce que je suis persuadé que mon expérience et ma compétence peuvent beaucoup apporter à la Martinique et contribuer au développement et au redressement de notre pays. Donc, vous réfutez en bloc la traîtrise dont on vous accuse. Non, mais allons pas revenir sur ça. Monsieur Vaugirard a sorti son propos, il assume les responsabilités. Moi, je suis tout à fait à l'aise parce que, très franchement... Vous êtes en train de revenir dessus, là. Madame, non, mais monsieur... Alors, ne revenons pas dessus. Ne revenons pas dessus. Si vous permettez, monsieur Barajo, Non, mais- regardez la cartographie Vous nous dites- électorale vous nous dites, en on France évacue. comme en Martinique. Et puis, vous savez, s'il faut parler de trahison, très sincèrement, il y aurait de quoi écrire tout un livre sur l'art de la politique et puis Alors, les trahisons politiques. De toute façon, on y reviendra. J'ai une petite question. Est-ce que parmi les gens issus du MIM, dont vous parlez, qui vous apportent leur soutien, figure le député actuel du Sud, M. Jean-Philippe Nilor? Monsieur Nilor est en campagne. Monsieur Nilor n'est pas du tout Non, est-ce qu'il vous soutient? engagé sur Est-ce qu'il vous celle-ci. soutient? Mais monsieur Barajo, vous lui poserez la question. Moi, je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Vous n'avez pas de réponse là-dessus? Simplement parce que... Parce que sur monsieur- d'autres médias, Oui. alors pour vous, ça a peut-être un scoop, Mhm. sur d'autres médias, il dit que votre candidature lui semble cohérente et qu'il vous soutient. Bien, écoutez, je remercie Jean-Philippe Nilor et je lui retourne à la fois mon meilleur souvenir et puis je souhaite que pour lui, ça soit couronné de succès. Si c'est le cas, j'ose espérer que nous formerons un bon binôme à l'Assemblée nationale. Chantal Maignan, professeure à l'université, présidente du parti régionaliste martiniquais, conseillère municipale d'opposition au Robert. Vous étiez jusqu'en 2015 membre de l'Alliance Ensemble pour une Martinique Nouvelle, dont vous semblez avoir pris votre indépendance depuis la défaite aux élections de la CTM. Vous étiez déjà candidate aux élections législatives en 2007 et en 2012. Et pour cette campagne 2017, vous avez reçu l'investiture de La République En Marche. Aux deux précédentes législatives, votre score tournait autour des 11%. Est-ce que la bannière d'En Marche vous donne un nouvel espoir? Je dois d'abord dire que vraiment, j'entre dans cette campagne avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sérénité, parce que je crois qu'effectivement, pour une fois, je suis parfaitement en phase avec le mouvement national pour lequel je vais me présenter aux électeurs de la circonscription. Vous l'avez dit, en 2007, je suis allée aux élections législatives au titre de mon propre parti local, le Parti régionaliste martiniquais. Et déjà, à ce moment-là, j'essayais de faire entendre cette voix du rassemblement de la droite et de la gauche. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce parti qui est nouveau, qui est En Marche, et qui tient le même discours que nous tenons depuis déjà un certain nombre d'années. Donc je suis vraiment très à l'aise dans ce parti. Vous avez dit tout à l'heure que j'avais pris mes distances avec EPMN. Je suis toujours membre de EPMN, c'est-à-dire pas moi, Chantal Maignan, en tant que personne, mais le Vous parti, aviez mis en le doute parti régionaliste l'existence martiniquais. l'existence de cette alliance. Vous demandiez si elle existe toujours et si elle a encore un sens. Non, ce que je sur veux ce dire, même plateau. ce que je veux dire, il est vrai tout à fait. Je dis que tout Vous avez simplement... dit que ça appartient au passé. Non, j'ai dit que cette alliance a existé Oui. de manière Ouais. cohérente, puisque nous sommes allés à une élection que nous n'avons pas gagnée, de manière cohérente. Et aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas suffisamment développé de relations pour qu'on puisse dire aujourd'hui qu'elle existe et qu'elle fonctionne. Mais cette alliance, effectivement, a dégagé, lors du choix pour l'élection présidentielle, deux courants et deux tendances. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes deux candidats différents. On peut en parler très sereinement, parce que toute candidature est légitime, il faut l'accepter. Il y a d'un côté un courant qui a choisi de soutenir le candidat socialiste, Hamon. Ça a d'abord été pendant la première valse, et puis après Hamon. Effectivement, vous pensez bien que moi, avec mon appartenance politique et mon passé politique, je ne me retrouvais, ne me reconnaissais dans ce choix. Et d'ailleurs, nous avons très rapidement, pour la majorité des partis composant EPMN, nous sommes partis soutenir le président qui a été élu. Pour ceux qui vous découvrent, parce qu'il y en a forcément, vous étiez positionné à droite de l'échiquier politique. Tout à fait. Est-ce que vous l'êtes toujours?
Nous sommes toujours et nous avons toujours dit que nous sommes un parti de droite progressiste. Et c'est pour ça que nous étions très à l'aise à travailler avec EPMN pour cette coalition de gestion. Nous étions très à l'aise parce que toujours, lorsque nous avons quitté l'UMP, puisque c'est le cas et tout le monde le sait à Martinique, nous avions décidé de mettre en exergue le plus large contre le plus étroit. Donc je pense que nous sommes peut-être les plus progressistes aujourd'hui qui résistent au fait de, quand c'est une élection présidentielle, et bien à nouveau, on retrouve des alliances avec la gauche, avec la gauche socialiste. Nous sommes restés dans cette logique des progressistes rassemblés, et donc c'est tout naturellement qu'elle nous a conduits vers la République en marche. Alors justement, Chantal Maignan, Emmanuel Macron a eu droit à un véritable plébiscite électoral ici en Martinique notamment, et pourtant, on a l'impression que depuis, la dynamique d'En Marche semble au ralenti, comme si le soufflet était en train de retomber. Seulement 2 candidats investis pour les législatives, et puis une représentation locale finalement floue. On ne sait pas trop si c'est vous, si c'est M. Robin, vous dites, enfin voilà, on ne sait pas. Donc vraiment, on se demande si cet élan n'est pas en train de retomber faute d'une représentativité claire. Non, je n'en crois rien. Je crois que le mouvement est toujours dans sa phase initiale qui est composée de marcheurs enthousiastes. Par exemple, pour notre circonscription, il y a eu dès le premier tour plus de 7 000 électeurs. Parce qu'aujourd'hui, qui représente le mouvement En Marche? Je vais répondre. Il y a eu plus de 7 000 électeurs qui se sont positionnés, non pas pour Chantal Maignan ou pour Daniel Robin, mais pour une perspective qui était offerte par un président qui est aujourd'hui Emmanuel Macron. Donc la dynamique existe pour le président et aujourd'hui, elle va se remettre à fonctionner pour lui donner une majorité parlementaire. Et c'est ça qui est l'enjeu véritablement. Le mouvement va s'organiser par la suite. De savoir qui par la suite sera le représentant officiel et les porte-paroles, c'est quelque chose qui va prendre le temps du congrès qui aura lieu au mois de juillet bientôt. Donc le parti va s'organiser. Tout ça, vous savez, comme dans tous les partis. Pourquoi 2 candidats investis? Parce que je pense que vous savez très bien qu'il y a toujours ce qu'on appelle des arrangements politiques et je suis persuadée que les vainqueurs des 2 circonscriptions sur lesquels il n'y a pas eu d'investiture, vont se révéler très rapidement comme faisant partie de la majorité présidentielle. Ah d'accord, ils sont déjà, à mon avis, dans le club. Alors, j'imagine. Justement, parfaite transition, c'est la question qu'on va se poser maintenant. Quelles seront les composantes dans l'hémicycle du Palais Bourbon où siégeront nos députés? C'est aussi l'un des grands enjeux de ces législatives, Eddy. Tout à fait. Alors, j'aimerais revenir à Raphaël Vaugirard. Les intentions de vote. Alors, je sais que vous n'y croyez pas beaucoup, mais bon, c'est un peu la tarte à la crème. Les intentions de vote au niveau national indiquent très clairement que le Parti socialiste est au bord de la disparition et que le plancher atteint en 93 de 50, un peu plus de 50 députés 57. va être crevé à la baisse, on va dire ça comme ça. Si vous êtes élu député, vous siégerez dans l'opposition résolue, dans un groupe socialiste, s'il existe, ou vous préférez rejoindre une majorité présidentielle éventuelle, bien évidemment, d'Emmanuel Macron? Bon, alors, écoutez, pour ces élections législatives, il y a 3 scénarios. Bon, le premier, c'est une majorité En Marche. D'accord? Bon, on dit qu'il y a 33% de... Aujourd'hui, ce soir, malgré les affaires, ils sont à 34%. Bon, 34, peut-être 35%. Bon, ça, c'est une première hypothèse. Il y a une deuxième, c'est le camp où la droite ferait un super score et obtiendrait une majorité. Ce serait la cohabitation. Et puis, il y a une troisième possibilité, c'est une espèce de majorité, mais hétéroclite, où on retrouverait des socialistes et d'autres formations. Alors, je ne sais pas comment... Lesquels? Parce qu'on est très... Non, mais il y a toutes sortes. Il y a des formations qui ne sont pas... qui ne marchent pas encore avec En Marche. Par conséquent... Lesquels? On a du mal à les compter parce que le Parti communiste semble en voie de disparition totale. Ils avaient 10 députés lors de la mandature précédente. Il y a de très fortes chances qu'il n'en ait pas. Lesquels? La France Insoumise? Il peut y avoir la France Insoumise, des Républicains, bon, toute une série d'élus qui feraient une espèce de... Vous êtes en train de construire un troisième scénario un peu bizarre, là. Alors, mais je veux vous répondre pour le Parti Socialiste. Ce n'est pas la première fois. laissez-moi développer. Laissez-moi vous développer. Vous n'avez pas beaucoup de temps au total. Non, mais c'est vous qui m'empêchez de parler. Non, alors, votre temps est décompté. Je vous dis que les socialistes, ce n'est pas la première fois qu'ils connaissent des crises. Vous l'avez dit, en 1993, on était à 57, on est monté à 175 députés, 10 ans après. Ce n'est pas ce qui nous a empêchés de gagner les présidentielles en 2012. Par conséquent, les partis vivent des cycles. Bon, nous sommes peut-être à une fin de cycle, et bien nous allons commencer
un autre cycle après le congrès qui va avoir lieu prochainement. Moi, je reste socialiste. Et là, je vais m'organiser pour participer de manière constructive, vigilante et exigeante par rapport à M. Macron. À une opposition. Non, c'est une opposition constructive, non, mais une opposition vigilante. Non, mais vous comprenez ce que je dis, monsieur. Non, mais je comprends, mais je vous ai laissé l'alternative entre faire partie de la majorité ou être dans l'opposition. Vous m'avez répondu clairement, vous serez dans l'opposition. Non, je vous dis, ce sera une position constructive, c'est-à-dire que je ne vais pas m'opposer bêtement, systématiquement aux décisions. Mais vous allez vous opposer quand même. Lorsque les projets de loi ne seront pas acceptables, notamment pour les intérêts de mon pays, je m'y opposerai. Et je peux vous donner des exemples, par exemple. Non, mais gardez un peu de temps. Vous n'avez que 10 minutes, on a d'autres débats. La question est claire et la réponse est très claire. Philippe Edmond-Mariette, vous, est-ce que cette étiquette qui ne l'est pas, on est bien d'accord, sans étiquette, c'est quelque chose à laquelle il faut que nous, les Martiniquais, puissions croire, ou alors vous avez déjà une réponse à la question suivante. Si vous êtes député, vous allez siéger dans la majorité présidentielle éventuelle ou dans l'opposition? Au moment où je vous réponds, M. Marajo, je ne peux pas être affirmatif ou négatif, simplement parce que moi j'attends de connaître, au soir du second tour, la composition de l'Assemblée nationale. Donc fonction... C'est comme d'habitude, c'est si long. Mais non, mais c'est vous avez des valeurs, Monsieur Marajo, oui. Le silon est encore plus fort. Pourquoi? Monsieur Vaugirard vient de vous dessiner au moins 3 scénarios. Oui. Donc, ce n'est pas un problème de dire je serai dans la majorité, je serai dans la minorité. Il faut d'abord voir quelle sera la composition de l'Assemblée nationale, en vous rappelant que je suis un homme de gauche, que je resterai un homme de gauche et que je ne me vois pas être dans une majorité de droite si c'est la droite qui l'emporte. Ça, on l'a compris. Et donc alors, pour moi, faisons wait and see. Voilà ma réponse, wait and see. Faisons l'hypothèse la Martinique d'abord, wait and see. Faisons l'hypothèse, malgré tout, d'une majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Par rapport à ça, dans ce cas, est-ce que vous accepteriez de rejoindre cette majorité? Selon les conditions qui me seront proposées à Paris, dès lors qu'elles ont un avantage pour la Martinique. Donc c'est possible. Je n'irai dans aucun groupe. J'ai vécu l'Assemblée nationale. Je sais comment se passent les choses. Dans les grands groupes, vous pouvez être noyé. Dans les petits groupes, vous manquez de visibilité, vous n'êtes peut-être pas suffisamment entendu. Aujourd'hui, dans la discussion responsable avec le gouvernement, si vous pouvez être assuré qu'en cohérence, un certain nombre de choses pourront être concédées dans l'intérêt de la Martinique, à ce moment-là, je ferai ce choix-là. Mais il sera toujours guidé par l'intérêt supérieur de la Martinique. Très bien. Chantal Maignan, ce que vous venez d'entendre vous fait sourire, ça se voit. Ça vous fait rire si je vous dis que vous risquez de vous retrouver peut-être, si vous êtes élu, député, sur les bancs d'une majorité présidentielle et dans le cas contraire, retrouver ou voir Philippe Edmond-Mariette à votre place. Est-ce que ça vous fait rigoler? Je ne rigole pas. J'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que dit Philippe Edmond-Mariette parce que je crois déjà avoir compris la réponse. Il sera, s'il est élu, mais je pense que je serai malheureusement à sa place, dans la majorité présidentielle. Et il a raison parce que nous avons aujourd'hui un président qui a envie de travailler avec la Martinique comme avec tous les Outre-mer. Nous avons un président qui a déjà compris que la loi sur l'égalité réelle qui a été votée et publiée au début du mois de mars d'ailleurs est un outil formidable qui permettra d'aller très vite, qui a déjà engagé sa responsabilité sur les assises de l'outre-mer qui seront tenues très rapidement, mais surtout sur des actions pragmatiques qui seront immédiatement enchaînées. Donc, je ne vois pas tellement l'intérêt de se positionner dans une opposition à un gouvernement qui, aujourd'hui, manifeste sa volonté de sortir la France de ses difficultés. Il faut quand même qu'il y ait au minimum une opposition. Dans un système démocratique, il y a toujours une opposition. Vous avez raison, M. Marajo, mais nous ne devons pas être en Martinique une opposition systématique. Vous avez vu que notre région, notre territoire n'avance pas parce que pendant très longtemps, nous avons refusé de travailler avec le national, nous n'avons pas fait de lobbying dans les ministères, nous ne nous sommes pas attachés à défendre véritablement les intérêts de la Martinique. Ça a été tout le temps des promesses et un vœu pieux.
tous autour de la table ce soir, nous aimons la Martinique. Donc il n'y aura pas de certificat de celui qui aime plus ou moins la Martinique. C'est pour ça que nous sommes en politique, c'est pour la Martinique. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que j'entends qu'il y a un président qui nous dit il y aura un référent outre-mer dans chacun des ministères, c'est une nouveauté. J'entends un président qui nous dit il faut faire très rapidement des mesures prioritaires, on va en reparler tout à l'heure, pour la Martinique, parce que la Martinique est à l'arrêt aujourd'hui, parce qu'elle souffre effectivement et plus que jamais de certain nombre de handicaps lourds. Et bien moi, j'entends ça et je dis que maintenant, il faut changer notre relation avec le national, il faut travailler avec la majorité parlementaire, il faut travailler avec les ministères, il faut donc profiter de cet axe, de cette aubaine, d'avoir enfin un gouvernement qui rassemble la droite, la gauche et la société civile. Je ne peux pas vous laisser repartir de ce plateau sans vous poser la question sur l'affaire Richard Ferrand. Tout à fait. À la place de Richard Ferrand, vous feriez quoi? Vous auriez démissionné ou vous seriez, comme lui, accroché à votre fauteuil? Je crois que le Premier ministre est très clair. S'il est mis en examen, il démissionne. C'est tout. Donc, je suis très contente de voir qu'avant même qu'elle soit votée, la loi sur la moralisation de la vie publique va commencer à fonctionner de manière effective. S'il doit être le premier, il le sera et je m'en félicite. Sur un plan purement moral? Sur un plan moral, je dis que de toute façon, les pratiques qui ont perduré doivent cesser. Et qui continuent, semble-t-il. Si elles sont, non, si elles sont répréhensibles, puisque son affaire est une affaire ancienne, mais si elles sont répréhensibles et qu'elles sont effectivement condamnées par la loi, il faut respecter, elle doit être la même pour tous. Et je trouve ça plutôt courageux. Vous savez quel rôle Richard Ferrand a joué dans le succès de notre président. Et si demain, il démissionne parce qu'effectivement, son comportement, même s'il n'est pas répréhensible au niveau de la loi, et même si moralement, ce n'est pas acceptable, eh bien, qu'il sorte pour ne pas gêner le président, qui a commencé une mandature exceptionnelle, aussi bien sur le plan national que sur ce qu'il fait à l'intérieur du pays. Moi, je trouve ça très bien. Très bien. Vanessa Hubert, vous êtes novice en politique, si j'ai bien compris. Oui. Faisons un peu de politique fiction. Vous êtes élu député UDI à l'Assemblée. Vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que vous préférez? Je suis humaniste, centriste et libérale. Ça veut dire que M. Macron est un libéral. Donc tout naturellement, l'UDI va s'engager vers Macron. Avec Macron. A priori, c'est le discours que tient votre président. Et alors, à la fois votre président local et votre président national, surtout, qui se met déjà en marche vers M. Macron. Enfin, Madame Maignan va passer sa soirée à sourire parce que tout le monde semble très proche du président qu'elle soutient. Eh bien, tant mieux. Donc vous, très clairement, vous irez très naturellement vers une majorité présidentielle, si elle existe, bien évidemment, Macron. C'est bien ça. Mais qu'est-ce qui vous rapproche d'un homme et de ses idées et de ses soutiens que vos camarades de l'UDI avaient crucifié pendant la toute première partie de la campagne présidentielle? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous souveniez qu'il était centriste, humaniste comme vous? C'est de l'opportunisme politique ou c'est une révélation? C'est juste que je pense que M. Macron, par sa prouesse, effectivement, a poussé les uns et les autres à se dire, bah ouais, il a du culot, donc nous, on va se positionner. Vous, à titre personnel, vous avez entendu les attaques menées par les leaders de l'UDI contre Emmanuel Macron au début de la campagne. Vous étiez déjà convaincu du caractère exceptionnel d'Emmanuel Macron ou vous suiviez, vous aussi, les oukases de votre parti? Non, M. Macron s'est positionné très vite. Donc l'UDI n'y a pas cru. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. N'y a pas cru, mais pour le moment, ce qu'aura créé M. Macron finalement, c'est que tout le monde. Qu'est-ce qui vous plaît chez Macron? C'est que tout le monde semble vouloir faire quelque chose. Donc c'est ça, cet élan fait que les gens réagissent. Chantal Magne en a parlé et vous semblez être dans le même discours. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous séduit au niveau des valeurs? J'entends bien des valeurs chez ce président de la République et dans son programme. Monsieur Macron remet un dynamisme dans la politique qu'il manquait depuis des années. On avait l'impression. Ils vont être contents, vos boss à Paris, de prendre un tel discours. Ben oui, mais ils vont tout naturellement s'engager prudemment, bien évidemment, mais ils vont suivre, je pense. Donc vous n'imaginez pas 5 minutes, vous, en tant que député, siéger dans l'opposition? Non.
La réponse est claire. Très bien. France Lebon, ça a dû vous mettre en appétit tout ça. Vous, la question est très simple. Vous êtes élu député, vous irez sur les bancs de quel groupe? Alors, la question ne se pose pas pour moi dans ces termes-là. Vous allez me refaire le coup de Philippe Edmond Mariette. Vous savez, l'expérience a ceci de particulier, c'est que ça vous amène à être prudent. C'est clair, vous étiez dans le même parti à l'époque, donc vous avez Oui. peut-être les mêmes formations. Nous avons peut-être les mêmes formations, mais je vais prendre un exemple pour vous faire comprendre la prudence qui m'habite aujourd'hui. Tout à fait. La Martinique est devenue département en 1946. Et c'est juste à la sortie du quinquennat de M. Hollande qu'on a voté une loi sur l'égalité réelle. Ça veut dire que pendant toutes ces années, on a parlé de l'égalité, de la possibilité pour les départements d'outre-mer, singulièrement la Martinique, de rattraper la métropole. Bref, pendant toutes ces années, nous avons eu des promesses et nous n'avons rien vu venir. Alors nous sommes devenus extrêmement prudents et comme en amour, nous préférons les actes aux paroles. C'est wait and see, mais il va falloir dans les jours qui suivent votre élection faire un choix. Oui. Alors faisons une hypothèse. Macron obtient une majorité absolue, vous allez dans l'opposition, et dans quel groupe? Ou vous dites, je suis prêt à suivre Emmanuel Macron si vous êtes élu. Alors, la question ne se pose pas de façon aussi brutale pour ce qui me concerne. Elle va l'être pour un certain nombre de gens, Non, vous savez ça. elle va l'être nécessairement. On ne peut pas rester entre deux chaises. ben oui. Il va falloir choisir un camp, choisir une manière de travailler. Mais ce que je voudrais dire au préalable, c'est que chacun a fait part de son expérience ici. J'ai quelques expériences que je suis obligé de mettre aussi sur la table. J'ai connu l'Assemblée nationale dans une position contraire à celle du président. C'est la première cohabitation. Ouais. C'est une hypothèse qui est sur la table, malgré les sondages qui sont extrêmement favorables à M. Macron. J'ai connu aussi le gouvernement et l'Assemblée totalement en faveur du président. Mais ce que j'ai retenu de ces deux hypothèses-là, c'est que la première chose, pour que les parlementaires de l'outre-mer soient entendus à Paris, il ne faut pas qu'ils y aillent en ordre dispersé. Et c'est ce que nous faisons trop souvent. Il faut, comme les Guadeloupéens, comme les Réunionnais, que les parlementaires martiniquais, au-delà de leurs différences politiques, soient capables de se parler entre eux-mêmes, mais qu'ils soient capables... C'est le serpent de mer, ça. Non, mais c'est un serpent de mer. C'est vrai, mais il faut aller vers cela. Parce que la Guadeloupe réussit, et tout le monde le constate, la Guadeloupe réussit, la Réunion réussit. Pourquoi? Parce que leurs parlementaires sont capables de faire bloc, sont capables de se parler d'abord, de prendre des orientations sur de grands sujets avant même de se prononcer pour telle ou telle grande majorité. J'ai connu des parlementaires de droite dire de l'outre-mer, dire que ce que M. Mitterrand faisait, c'était une bonne chose, ou Jospin, et j'ai connu également des parlementaires de gauche dire que telle mesure prise par Chirac, c'était excellent pour l'outre-mer, et soutenir ces démarches. Donc, je ne suis pas ici dans une position qui consiste à dire « je suis dans une opposition ». J'ai voté Emmanuel Macron au deuxième tour, à la fois pour barrer le Front National, mais également simplement parce que je pense qu'il était en situation. Et donc, pas par défaut, en fait. Non, pas par défaut. Pas par défaut. Ce que je veux dire, c'est que ça me paraît fondamental et ça me paraît aussi extrêmement important que dans un premier temps, qu'on soit d'accord. Donc, je vais privilégier, élu député de la Martinique, la Constitution, dans un premier temps, d'un intergroupe parlementaire outre-mer qui sera mieux structuré, qui va recruter un certain nombre de jeunes qui vont venir travailler avec nous sur nos textes au-delà de nos divergences. Et en fonction de ça, nous ne serons pas dans une opposition stérile, nous ne serons pas non plus des parlementaires godillots, parce que ça existe aussi, des parlementaires godillots. Chaque fois que des textes iront dans le sens de nos intérêts, nous y participerons, nous améliorerons ce texte-là. Mais s'il y a des textes qui ne sont pas, comme nous le souhaitons, en faveur de nos intérêts, nous prendrons nos distances, nous ferons savoir que nous ne sommes pas d'accord. Donc, ça s'appelle simplement de la collaboration. Alors, on va faire un point sur les temps de parole. J'attends le vôtre, Monsieur Lebon, puisque vous finissez à l'instant de vous exprimer, avant d'aborder la troisième thématique. Donc, 5 minutes 46 pour Raphaël Vaugirard, 7 minutes 15 pour Madame Hubert, 5 minutes 56 pour Philippe Edmond Mariette, 3 minutes 55 pour Chantal Maignan et 3 minutes 07 pour Monsieur Lebon. Donc, ça vous permet de voir un petit peu
où vous en êtes. Alors, notoriété, programme, couleur politique, qu'est-ce qui détermine le choix des électeurs? Ceux que nous avons rencontrés, vous allez voir, s'appuient sur les programmes, même s'ils ne leur semblent pas toujours réalistes. Voyez ces courtes réactions recueillies par Guillaume Bacoul. C'est quoi les critères sur lesquels vous vous basez pour voter? Le programme et puis surtout le détail du programme, parce que on dit beaucoup de choses, mais il faut voir si c'est un programme réalisable ou si c'est de la poudre aux yeux. De toute façon, je pense que c'est pareil pour tout le monde, on se base sur le programme. Il faudrait que celui qui présente son programme soit un programme réalisable, mais que nous, derrière, on va regarder vraiment ce qu'il a dit, s'il le fait. Parce que ça, c'est très important. Pour qu'ils fassent leur preuve, il faudrait peut-être qu'ils commencent. C'est comme quand on vous embauche, on vous demande de l'expérience. Il faut commencer. Cette année, je ne vote pour personne. Il n'y a aucun des candidats qui a un projet qui m'intéresse, que je vois qui peut faire avancer le pays, donc je ne vote pour personne. Alors, il y avait une candidate qui avait dit sur ce plateau que les électeurs ne lisaient pas les programmes. Ce n'est pas si vrai que ça. Alors justement, vous, dans l'élaboration de vos programmes pour des élections législatives, parce que c'est un type de scrutin bien particulier, qu'est-ce que vous mettez principalement en avant? Alors je vous passe d'abord la parole, Madame Hubert, parce que c'est vous qui avez le plus de temps de parole pour l'instant. Bien, moi, tout naturellement, c'est vers la cohésion sociale et l'éducation que je me tournerai, puisque c'est de là d'où je viens. Donc le programme que propose M. Macron est intéressant en matière pour les classes à 12 élèves. Par contre, je pense que c'est une urgence en Martinique pas uniquement pour les zones prioritaires. Je pense qu'il faut mettre la priorité sur l'éducation au primaire en Martinique. Sur l'ensemble du territoire, en fait. Oui, sur l'ensemble du territoire. Enfin, quasiment tout le territoire martiniquais est classé en ZEP, ou la grande majorité. Justement, c'est grave. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur ça et élu, j'appuierai les dossiers à ce niveau-là parce que c'est dans l'intérêt de nos enfants. Nos enfants sont déjà très actifs et vivent à l'heure d'Internet où tout va très vite. Nous ne pouvons pas ne pas les accompagner dans cette dynamique-là. Donc, oui, une école plus humaine, où les parents et les professeurs arrivent à se parler, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui, où les petites mains qui s'activent autour des enfants, comme les personnels d'éducation, les animateurs et tout ça, qui est une vraie vie. L'école, c'est l'endroit où l'enfant passe le plus de temps qu'avec ses parents, quasiment. Donc, pour moi, l'école en Martinique est une priorité. Moi, demain, si je m'engage aujourd'hui, c'est parce que j'ai des enfants. Et je me dis que oui, je vise l'excellence pour mes enfants, même si moi, je ne suis pas encore allée au bout, mais eux, je veux l'excellence. Donc, la base, c'est l'éducation. Alors, dans ce micro-trottoir, également, l'une des personnes interrogées parlait d'expérience, qui est un des critères. Visiblement, cette personne disait l'expérience, c'est important aussi. Effectivement, est-ce qu'on peut arriver comme ça, débarquer à l'Assemblée nationale sans aucune expérience politique, sans aucune connaissance des rouages, comme ça pourrait être votre cas si vous êtes élu? Comment vous appréhendez cela? Je n'appréhende pas, j'avance. Je symbolise une Martinique qui avance malgré les difficultés. Comme je vous ai dit, nous sommes des personnes engagées sur le terrain, des personnes qui malgré tout, en fait, on est là, on avance. Donc vous pensez qu'il ne faut pas nécessairement d'expérience pour être député? On peut être complètement novice et réussir dans cette fonction. C'est formateur. Déjà, le fait de venir ici sur votre plateau, c'est une formation en soi. Ça vous fait une expérience. Une formation en soi, effectivement, parce que il y a tout un intérêt, c'est l'intérêt du peuple qu'on porte en nous. Et moi, c'est le peuple que je porte en moi et que je porte au plus haut. Donc, oui. Parce que si vous avez tout à apprendre en arrivant, est-ce que ça ne va pas j'apprends en marchant. ralentir dans vos actions? J'apprends en marchant, j'apprends en avançant. Vite. Oui, j'apprends vite. Attention parce que vous avez déjà récupéré le slogan d'Emmanuel Macron. Là. Non, vous moi, apprenez en marchant. Moi, j'avance. Alors, Monsieur Vaugirard, sur cette question de l'importance ou pas d'avoir de l'expérience pour exercer au sein de l'Assemblée nationale, c'est un critère selon certains électeurs.
Est-ce que vous estimez qu'il faut être expérimenté pour briguer une telle fonction? Alors, il faut être expérimenté. Et puis, parce que lorsque l'on représente son pays, on ne peut pas faire ses armes en plein combat. Parce qu'à l'Assemblée nationale, et je pense que M. Edmond Mariette, qui a été député, le sait, il faut être un combattant. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on arrive à l'Assemblée nationale et que les choses s'obtiennent facilement, on lève le doigt et puis... Non, c'est un vrai combat que l'on doit mener, parfois même contre ses propres partenaires de parti, pour avoir le temps de parole. Mais comment on commence, Raphaël Vaugirard? Comment on commence? Alors, à quel moment on commence et qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer? Tout d'abord, il faut avoir une compétence dans un ou plusieurs domaines. Moi, c'est les sciences économiques. Moi, je peux défendre mon pays pour tout ce qui concerne les questions économiques. On ne peut pas arriver à l'Assemblée nationale et puis tâtonner lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une loi sur l'agriculture, la défiscalisation ou bien d'autres choses encore. Donc, il faut arriver avec des armes. Il semblerait quand même, malgré tout, que cette expérience que vous revendiquez, d'autres l'ont dans d'autres domaines. Donc, est-ce que c'est ça le seul critère? Parce que si moi, je suis un spécialiste de la musique, par exemple, j'ai le droit de me présenter à la limite, non? Et puis, une deuxième chose, il faut, à mon avis, appartenir à un grand groupe. Parce que, comme l'a dit Edmond Mariette, bon, écoutez, le Parti socialiste avait 175 députés. Bon, si vous en avez 20 demain, ce ne sera plus un grand groupe. Mais non, mais monsieur Marjo, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vu, quand même. Hein? On reparlera de ça le soir. Si c'est ça votre sondage... C'est pas le mien, c'est pas le mien. C'est pas le vôtre. C'est celui de 17... Il ressemble drôlement. Non, c'est celui de 17... Écoutez-moi 2 secondes. C'est celui de 17 instituts de sondage sur l'ensemble du territoire national, donc c'est pas le mien. Bon. Et c'est évidemment pris en compte par les dirigeants du Parti socialiste qui disent, effectivement, on est plutôt parti pour être un petit groupe et dans l'opposition constructive. Vous, sur le plan local, est-ce que le fait d'appartenir à un petit groupe bouche l'horizon d'un candidat, quel qu'il soit? Est-ce que c'est nécessaire? Bon, moi, je pense que le Parti socialiste n'est pas mort et que c'est un parti qui va se restructurer, qui va se refonder et qui va redémarrer. Un nouveau cycle va commencer. Ça, j'en suis sûr, parce que ce n'est pas la première fois. Vous nous l'avez déjà dit. Ce n'est pas la première fois que nous connaissons une fin de cycle. Donc, moi, j'estime qu'au Parti socialiste, compte tenu de tout ce qui a déjà été engrangé comme combat, comme conquête sociale, nous sommes armés pour continuer. Il y a parfois des choses pour défendre la Martinique où il s'agit parfois de décrets. Madame Maignan parlait de la loi égalité réelle. Vous savez que nous aurons besoin de décrets d'application pour modifier le code de la famille, pour la complémentaire santé, la complémentaire familiale par exemple, et d'autres choses. Donc, lorsqu'on appartient à un grand groupe, en tout cas le groupe socialiste, on est armé pour défendre son pays. Alors, M. Edmond Mariette, vous êtes venu sans aucun document, sans votre petit programme comme les autres. Qu'est-ce que vous mettez en avant pour essayer de convaincre les électeurs? Est-ce que c'est justement cette expérience dont vous parliez tout à l'heure, vous avez déjà été député, ou est-ce que c'est plutôt des idées, des projets? Mais d'abord le cœur. Et mon cœur bat très fort pour la Martinique. Tout à l'heure, on parlait des groupes. J'étais député non inscrit. J'ai porté 2 débats qui, aujourd'hui, en Martinique, font sens. Le premier, c'était la reconnaissance de nos dissidents, grâce à l'excellent film de Zane Palsy. Le deuxième problème, c'est celui du chlordécone. Et convenez avec moi que, même si je n'étais dans aucun groupe, cette question primordiale pour la santé des Martiniquais, j'ai pu la porter. Alors, aujourd'hui, sur le programme, bien sûr que j'ai un programme comme tous les autres candidats, mais il est important de leur rappeler que le parlementaire élu demain n'a pas une baguette magique. Il y a un double travail qui doit se faire. Certes, il y a un travail dans l'hémicycle, dans la construction de la loi. Puis il y en a un deuxième. Celui-là, il est plus invisible. C'est un travail de lobbying parlementaire, au plus près du gouvernement. Et où vous arrivez là, par la qualité des dossiers que vous présentez, à défendre les intérêts supérieurs de la Martinique. Ou du réseau que vous avez. Ou du réseau que vous constituez. Ou du réseau que vous constituez. Ou que vous avez ce déjà réseau-là, constitué, peut-être. Monsieur Marajo, il est évident que je m'appuie sur déjà quelques éléments de réseau, mais ce n'est pas tout. Je ne connais pas aujourd'hui tous les membres du gouvernement et ce serait mentir d'affirmer que je suis en capacité de décrocher un téléphone et d'appeler un tel ou un tel. Mais ce que je sais, par contre,
c'est que quand vous avez un dossier comme celui de la santé à la Martinique, qui est un dossier éminemment important, mais il faut que le parlementaire demain, que les parlementaires martiniquais demain, mais soient véritablement au combat sur ce dossier-là. Vous savez que quand la Cour des comptes a rendu un rapport en 2015 sur la santé outre-mer, dans ce rapport, l'on a convenu de faire voter après un texte sur la santé. C'est la grande loi de 2016. Il est dans ce texte-là prévu que pour l'outre-mer, l'on va statuer par voie d'ordonnance. L'article 56. Donc, il est incontestable que la construction de cette ordonnance-là, comme elle ne sera pas débattue dans l'hémicycle, mais que les parlementaires de l'ensemble des Outre-mer fassent tout pour qu'elle prenne la couleur des obligations que nous connaissons bien pour faire en sorte que nous ayons un égal accès aux soins sur les territoires dont nous venons, et singulièrement celui de la Martinique. Alors la santé, c'est un thème qui revient dans beaucoup de programmes de tous les candidats. Est-ce à dire que les députés précédents n'ont rien fait en la matière? Mais pas du tout. On ne va pas leur jeter la pierre. Mais convenez avec moi que malgré la fusion des 3 MCO de Martinique, Louis-Domergue, Trinité, Le Lamentin, Mangovulsin et PZQ Lamina, ça n'a pas réglé les grosses difficultés que nous avons. Il faut continuer l'amélioration des différentes structures d'accueil des malades. Il faut renforcer la qualité des soins qui est aujourd'hui offerte. Ce n'est pas un problème de compétences. Nous avons des médecins compétents. Nous avons des infirmiers, des infirmières, des sages-femmes compétents et compétentes. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une répartition de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire. Et puis, c'est surtout les moyens de développement harmonieux pour que nous sortions du déficit dans lequel nous sommes depuis plusieurs années, excepté Trinité, qui cette année a réalisé 300 000 € de bénéfices. Non, sur ce point, non, je veux dire qu'il faut aussi demander à l'État de respecter ses engagements. La reconstruction de l'hôpital de Trinité a été signée par M. Xavier Bertrand il y a 10 ans. Et à ce jour, rien n'a été fait. Je peux vous dire que je suis allé visiter, rencontrer les syndicalistes qui sont en grève. Et nous avons montré que M. Louis-Joseph Moscou avait obtenu de M. Xavier Bertrand la reconstruction de l'hôpital de Trinité. Et puis nous constatons également le démantèlement de Mangovulsin, un hôpital flambant neuf et où on transfère tout le plateau technique de la chirurgie vers PZQ. Ce n'est pas normal. La haute autorité de santé en Martinique tire la sonnette d'alarme sur ce plan-là. Rappelons que PZQ, ça veut dire hôpital de la Ménard. Hein. Pour ceux qui... Enfin, pour les choses des noms des Martiniquais. Voilà, que les Martiniquais appellent hôpital de la Ménard. Chantal Maignan, on a parlé de plusieurs choses, on a parlé de l'expérience. Philippe Edmond-Mariette a mis en avant le réseau, il y a également le programme. Vous, qu'est-ce que vous mettez singulièrement en avant lorsque vous faites campagne et lorsque vous allez à la rencontre de vos potentiels électeurs? Je vais d'abord vous répondre sur l'expérience, parce qu'en fait, vous avez posé tout à l'heure la question. Il y aura beaucoup de novices, précisément, dans la majorité parlementaire. Voilà. Donc, ce que je dois dire, je peux en témoigner. Lorsque j'ai été nommée conseillère régionale, j'ai été nommée présidente de la commission des textes et des lois à caractère réglementaire. Je ne suis pas juriste de formation, donc je n'avais pas d'expérience. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est une capacité à aimer les textes, parce qu'on s'aperçoit très vite que les textes de loi, finalement, structurent la vie quotidienne de tout un chacun, les libertés personnelles et les libertés individuelles. On a un staff, on a des assistants parlementaires, c'est à ça que ça sert. Et donc, on peut effectivement avoir des juristes qualifiés à ses côtés, soit de manière permanente, soit dans des missions particulières, sur des textes particulièrement élaborés. Et pendant 5 ans, j'ai fait ce travail et j'ai énormément appris. Et on se rend compte à quel point il est facile, si on est assidu, régulier, travailleur, eh bien, de s'approprier effectivement cette mission. On dirait que vous visez un certain nombre de vos futurs, si vous êtes député, vos futurs ex-confrères. Quand vous parlez d'assiduité, vous pensez à quelqu'un en particulier? Même pas, mais je me suis rendu compte à la région que vraiment pour suivre les textes, parce qu'ils arrivent en quantité, il y en a énormément, et je ne crois pas qu'un bon député se contente uniquement de suivre les textes qui sont spécifiques à l'outre-mer, parce que nous avons les mêmes problématiques que l'ensemble du territoire. Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à ce qui est envisagé fortement par Emmanuel Macron, de supprimer cette espèce de privilège qu'ont les députés d'outre-mer, de ne pas voir leur rémunération altérée en raison de leur absentéisme? Ils sont écartés de cette mesure répressive. Alors, je trouve ça un peu dommage. Moi, ce que je sais, c'est que lorsque nous nous sommes rendus à Paris pour la petite formation, pratiquement pour les nouveaux, il nous a été demandé très clairement, à nous qui venions de l'outre-mer, est-ce que vous êtes prêts à vivre 6 mois à l'année à Paris?
Vous voyez, on va déjà vers ça. Et c'est très important parce que pourquoi? Parce que tout simplement, le nouveau président considère que la tâche, elle est ardue, qu'elle est sérieuse, que nous avons des comptes à rendre à nos électeurs et que par conséquent, nous ne pouvons plus nous payer le luxe d'être absents d'abord de l'hémicycle et deuxièmement de ne pas participer aux diverses commissions. Donc il est clair qu'il y a un changement de braquet. Et ça, il nous faut l'entendre. Et je l'ai bien entendu, comme tous ceux qui sont venus d'ailleurs se présenter à ces élections. Donc les choses vont changer, nous serons plus efficaces. Et nous serons d'autant plus efficaces que nous aurons aussi à parler, d'ailleurs comme tout à l'heure Philippe Edmond-Maillet l'a dit, dans le fameux lobbying avec les ministères, nous aurons à parler avec les référents outre-mer qui sont dans les ministères. Nous aurons donc à faire un travail réel, effectif et sérieux. Et je me félicite de ce changement de braquet parce que c'est uniquement comme ça qu'on pourra redresser le pays. Alors c'est vrai que nous avons, dans le programme que je présente, moi je n'invente pas le programme, je suis de la majorité présidentielle. On va en parler dans quelques minutes. Et donc je vais revenir sur le programme du président. Voilà. On va en parler. Très rapidement. Alors, France Lebon, la même question pour vous. Hein. Vous avez été assistant parlementaire, vous connaissez un petit peu les rouages de l'Assemblée nationale. C'est ce que vous mettez en avant, cette expérience? Oui, tout à fait. Cette expérience est particulièrement utile parce que, au-delà du fait que en séance plénière que vous puissiez intervenir sur tel ou tel texte, mais tout le travail se fait en amont, parce qu'il faut d'abord le travail en commission, qui est extrêmement important, et puis il faut un travail de lobbying, il faut que vous sachiez qui est responsable de tel ou tel dossier dans chacun des ministères, il faut que vous puissiez voir ces personnes-là, discuter avec elles, et leur faire passer des renseignements, des documents qui portent sur votre pays, donc un travail qui requiert, me semble-t-il, une présence relativement soutenue à Paris. Je ne sais pas s'il faut dire 6 mois ou 8 ou plus, mais en tout cas, il faut une présence. Sinon, on se permet simplement de se poser pendant une semaine et puis après, on rentre au pays, alors que l'essentiel du travail mérite d'être fait. L'essentiel du travail, je le répète, c'est en commission, c'est dans les rencontres que vous avez avec les uns et les autres. Alors, bien évidemment, ce réseau de relations-là, je l'ai construit pendant toutes ces années. Et je continue à rencontrer des gens, y compris qui sont autour du nouveau président. Je n'ai pas besoin de les nommer ici, mais j'en connais quelques-uns. Et je peux vous assurer que de mes députés, je n'aurai pas à chercher à voir par quel biais je pourrais entrer en contact avec l'un d'entre eux. Je les connais pratiquement tous. Je les connais même, peut-être même avant certains qui sont en marche avec nous. Ils sont toujours au pouvoir, alors? Mais ils sont au pouvoir, mais ils ont renouvelé les pratiques. C'est ça qui est important. D'accord. C'est les mêmes têtes, mais les comportements sont différents. Les comportements sont différents. On y reviendra. Alors, avant de donner la parole à Mike Heras, qui ne reste plus beaucoup de temps, mais on l'a promis, on fait un rapide tour de table avec vraiment une priorité. On ne pourra pas étaler tout le programme ici. Une grande priorité, vous en avez déjà évoqué certaines lors de la précédente question. Une grande priorité, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, le dossier prioritaire, Raphaël Vaugérin? Bon, alors bien sûr, la santé, c'est le dossier prioritaire. Et puis c'est vrai que je propose que la Martinique construise sa pharmacopée. Mais un deuxième dossier qui est tout aussi prioritaire, c'est l'alimentation des Martiniquais. Une agriculture qui nourrisse les Martiniquais. C'est inacceptable que 85% de l'alimentation des Martiniquais soient des produits importés. Moi, je propose que nous ayons une loi, bon, comme ça avait été promis, au moment où il y avait des lois sur l'agriculture en France, on avait promis une loi sur l'agriculture ultramarine. Je souhaite une loi qui organise l'agriculture de diversification chez nous. Pour permettre à nos jeunes formés dans l'électorat d'être installés et de produire les produits que nous consommons et qui réduisent les importations et qui préservent notre santé. Très bien. Madame Hubert, vous avez parlé de l'école tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une autre grande priorité que vous défendriez? Bien, moi, c'est ces jeunes qu'on retrouve en errance un petit peu partout, notamment sur le territoire du centre atlantique, où vous avez des jeunes sportifs. Vous avez une dynamique de jeunes sportifs qui sont dans l'aïeul, dans le foot, dans le cyclisme et tout ça. Donc c'est les jeunes en déshérence ou les jeunes sportifs? Mais parce qu'on ne se comprend pas trop. C'est-à-dire qu'il y a ce parallèle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a... Le sport pour sortir... Attendez. Oui. Donc vous avez ces jeunes effectivement qui ont un dynamisme. Et puis vous avez en face des jeunes qui sont de plus en plus en errance. Mon but, c'est de faire
de ces personnes qui sont en souffrance des sportifs, des jeunes qui sont en activité. Donc le parallèle qu'ils ont... Ça passe par une loi à l'Assemblée nationale? Oui, c'est redynamiser notre jeunesse, de leur donner un espoir. Donc ça passe effectivement par un travail... en la matière, il y a déjà énormément d'initiatives prises. Quel apport nouveau de cette proposition? Quelle manière différente pour que ce qui est déjà tenté depuis de très nombreuses années marche mieux? Que les élus prennent leurs responsabilités au sein du Centre Atlantique, où vous avez quand même 3 agglomérations de communes qui desservent ce lieu, où vous avez Cap-Nord, Cassem et Espace Sud. Donc, sur un territoire pareil, bougez-vous pour les jeunes, bougez-vous pour les jeunes. Donc, avec ces différentes institutions, je travaillerai à ce qu'il y ait une cohésion sociale, une intégration dans le sport, puisque ces jeunes sont là dynamiques et présents sur des terrains, mais vous avez parallèlement des jeunes qui sont de plus en plus en errance. Donc il y a là à travailler, il y a des choses à faire, et je m'inscrirai dans la cohésion sociale. Une grande priorité, Philippe Edmond-Mariette, à part la santé? Bien évidemment, le développement économique et la transition écologique, ça me paraît être fondamental. Corrélé à la question de l'emploi, 77 000 Martiniquais aujourd'hui qui vivent à partir de 33 000 entreprises, 50 000 Martiniquais qui sont des chômeurs. Certains d'entre eux n'ont jamais travaillé, surtout quand vous partez à partir des années 90-91. Il faut absolument qu'un texte comme celui-là, oui, mais avec une différence, madame. Ça fait 15 ans que je me bats sur une grande idée que je porte avec un certain nombre d'amis. Quand je parle de zone franche globale, j'ai milité pour cela. Je rappelle 2006, le séminaire fait sur le campus universitaire que j'avais initié. Je rappelle 2006, en fin d'année, le déplacement que nous faisons en Corse avec tous les politiques martiniquais. Ça peut être la panacée à tous les problèmes que vous venez d'identifier? Pas du tout la panacée, mais c'est déjà une des conditions obligatoires pour modifier le logiciel de développement dans lequel nous nous trouvons parce qu'il a atteint ses limites, redonner l'espérance aux familles martiniquaises et aux entreprises martiniquaises qui supportent le poids des difficultés avec des charges sociales trop lourdes, avec des charges fiscales trop lourdes, dans un environnement caraïbe où on voit très bien ce qui se passe à côté, qui bloque le développement de notre tourisme, qui bloque tout le secteur relatif à l'économie de la mer et à l'économie bleue, et qui en fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'observe à la Martinique, que tous ceux qui sont comme moi, nègres, mais qui n'ont pas eu cette chance de faire des études universitaires, d'avoir l'ascenseur social qui joue à temps plein, c'est eux qui sont au bas de l'échelle, c'est eux qui sont toujours au seuil, sur le pas de la porte martiniquaise. Je veux redonner de l'espoir, je veux redonner de l'espérance à tous ces gens-là. Chantal, alors, vous le direz sur votre temps de parole, gardez un peu de temps. Chantal Mignon, une grande priorité, très vite, parce que vous, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Alors, je vais aller très vite. Je vais vous dire que le président a très clairement dit qu'il est à la fois le président du travail, du pouvoir d'achat et de la protection sociale. Une grande mesure, ce n'est pas faire un constat, c'est proposer un projet global de développement pour l'ensemble de la circonscription, comme le projet Odyssea, par exemple, qui est un vrai projet de territoire qui va amener de l'attractivité, de l'emploi. C'est le mien, vous le savez, c'est mon cheval de bataille depuis 2007. Mais est-ce que c'est celui du président? C'est celui du président également, et c'est celui des chefs d'entreprise que j'ai rencontrés, parce qu'il va entraîner à la fois le transport, qui est indispensable, et le président a engagé sa responsabilité pour que la question du transport soit reprise par le gouvernement, pour donner un vrai coup de main à la collectivité, parce qu'on a une habilitation, mais vous voyez qu'aujourd'hui, on n'a pas réglé le problème. Ensuite, je vais le dire, une mesure populaire, c'est quand même un certain nombre de lois qui vont être votées, comme la suppression de la taxe d'habitation, parce que plein de gens l'attendent aujourd'hui, je le vois bien sur le terrain quand j'y vais, c'est une excellente mesure, et puis la protection et la revalorisation des petites pensions. Et vous nous direz en final comment vous financez cette abolition de la taxe d'habitation? Absolument, et très facilement, tout à l'heure. Tout à l'heure, vous pouvez dire maintenant, parce que c'est très rapidement. Peut-être dans votre minute de conclusion, parce que non, ce que M. Maraj sait très bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre d'exonérations partielles et totales à partir de 65 ans et 75 ans, et que l'État a l'obligation de compenser à l'euro près.
c'est le changement de gouvernement précisément qui fera qu'aujourd'hui, nous n'aurons plus un État plan-plan, qui soit de droite ou de gauche comme avant. Nous avons une dynamique nouvelle avec un président qui estime qu'il faut au contraire que l'État prenne ses responsabilités à condition qu'en face, les collectivités locales aussi prennent leurs responsabilités. Je crois que c'est tout simplement une nouvelle gouvernance avec une évaluation annuelle des politiques publiques qui va nous mettre dans une dynamique qui sera différente et nous allons pouvoir effectivement proposer des solutions avec des compensations financières extrêmement bien chiffrées. Ça a été fait par le président qui l'a présenté d'ailleurs lors de sa campagne. Alors, il vous reste vraiment plus que 20 secondes pour répondre aux questions de Mike Erasque. Monsieur Lebon, une grande priorité, très rapidement. Alors, la grande priorité pour moi, c'est non pas le développement économique, puisque ça ressortit de la compétence des collectivités locales, de la CTM, des communautés d'agglomération. Ce qui me paraît essentiel, c'est l'emploi. Je précise le fond de ma pensée. Aujourd'hui, dans la circonscription, le taux de chômage, c'est 20% et c'est 59% pour les jeunes. Pendant des décennies, on leur a fait des promesses. On leur a dit, on va vous sortir de la rue. On leur propose des stages parking. Ils sont mis avec de très beaux t-shirts de couleurs très vives dans nos rues pour faire de l'animation. Ça ne débouche sur rien du tout. C'est la désespérance qui s'est installée un peu partout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en Martinique, tout le monde sait que nous allons vers un vieillissement qui est de plus en plus important. Et aujourd'hui, nous avons une niche d'emploi extraordinaire. Ce sont ce qu'on appelle le secteur des services, qui est un gisement extrêmement important. Et vous avez dans le France-Antilles de ce matin, pour ne pas citer ce journal, un très beau papier qui a été fait sur les aidants familiaux, qui nécessite à terme un statut. D'ailleurs, il y a une loi qui a été votée en 2015 et qui attend désespérément les décrets d'application que les socialistes n'ont pas jugé utile de prendre pour qu'ils aient un statut. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous voulons sortir nos enfants des rues, il faut absolument qu'il y ait des mesures. Et je propose également, si vous me le permettez... Vous avez plus d'en parler, vous le direz sur votre minute de conclusion. Si vous me le permettez, vous prenez sur votre minute de conclusion. Vous allez pas pouvoir en parler pour conclure. Donc gardez votre temps et vous aurez une minute supplémentaire. Alors derrière les projets et les idées, il y a aussi les logiques individuelles, les stratégies de parti, aussi les recompositions de l'échiquier politique local. En quoi ces législatives interrogent-elles les forces en présence? Mike Erasque nous rejoint pour vous poser la question pour la dernière partie de cette émission. Bonsoir Mike Erasque. Bonsoir Kathleen. C'est à vous. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors, j'ai cru comprendre qu'au niveau du temps, c'est Mme Ménian qui était peut-être la moins bien pourvue là en ce moment. Tout à fait. On va commencer par vous, rapidement. Est-ce que votre intérêt, votre attrait pour Emmanuel Macron est aussi né de votre déception par rapport à Ensemble pour une Martinique Nouvelle et à Serge Letchimy? Je rappelle que vous étiez 6e sur la section centre, sur la liste EPMN pour l'élection de la CTM, et que vous aviez après exprimer une frustration ou une déception somme toute légitime. Est-ce que cet intérêt pour M. Macron est né aussi de cette déception? Pas du tout, il n'y a aucun lien. L'intérêt pour Emmanuel Macron, c'est vraiment ce que j'ai dit au départ. C'est un parti national qui correspond étroitement au parti régional et local que nous avions créé. Donc je crois qu'il faut sortir de la balkanisation des petits partis et qu'il faut entrer dans une vaste logique nationale. Je pense que la Martinique s'en portera mieux si nous travaillons désormais la main dans la main avec le gouvernement. Eh bien, écoutez, j'ai eu la chance d'être investie. J'en ai été très satisfaite. Je fais cette campagne avec enthousiasme et je suis persuadée que nous pourrons mieux faire passer nos idées et surtout mieux faire passer les propositions pour la Martinique avec cette équipe-là. Alors, on va passer à M. Edmond Mariette. Bonsoir, M. Edmond Mariette. Oui, bonsoir, M. Erasque. Alors, en 2012, peu de temps avant votre participation législative, vous parliez d'EPMN. EPMN, je rappelle que c'est Ensemble pour une Martinique Nouvelle. En ces termes-là, dans une interview, j'ai l'impression que, je vous cite, j'ai l'impression que PMN s'est contenté d'être le groupe Ensemble pour les mandats nouveaux, ce qui légitimement n'est pas très sympathique à l'endroit de l'Alliance. Est-ce qu'aujourd'hui, pour cette élection-là, 2017, vous êtes soutenu par des membres de PMN? Oui, il y a certains membres de PNM qui me soutiennent à titre individuel. Et ça ne me pose absolument aucun problème parce que ce n'est pas un groupe ni un parti politique qui me soutient. Ce sont des personnalités, comme je dis, des gens de la société civile qui le font. À chaque fois, que ce soit au MIM ou à PMN, c'est toujours à titre individuel? C'est toujours à titre individuel, sans doute parce que, compte tenu
je disais tout à l'heure des difficultés que la Martinique traverse actuellement, ils ont tendance à penser qu'avec mon expérience, avec ma compétence, regardez notre débat ce soir, combien de fois a-t-on parlé d'une bonne connaissance du droit, combien de fois a-t-on parlé des textes, combien de fois on a dit il faut un bon juriste, combien de fois on a parlé de lobbying. Je crois que dans tout ce qu'on a entendu, je peux aisément me retrouver. Mais au-delà des soutiens individuels, est-ce que votre relation sur les 5 dernières années depuis 2012 s'est apaisée avec les leaders de PMN? Je pense singulièrement à Serge Letchimy, puisqu'après votre prise de position à l'entre-deux tours 2012, vous aviez rendu public une lettre que vous aviez adressée à l'époque à Pierre Samo, et dans laquelle vous dénonciez presque une attitude, je vais oser le mot, complotiste ou de choses qui se faisaient derrière votre dos. Vous faisiez allusion à l'époque à une réunion qui s'était tenue au lendemain du premier tour, à laquelle étaient présents, disiez-vous, les figures de Bâtir, d'Ensemble pour une Martinique Nouvelle et de Serge Letchimy, et vous laissiez entendre que vous n'aviez jamais été informé, vous, le candidat de Bâtir, de la teneur et du contenu, et même de la tenue tout simple de cette réunion. Est-ce qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit, est-ce qu'aujourd'hui vos relations avec le leader de PMN, le leader entre guillemets, on peut le considérer comme le leader de PMN, Serge Letchimy, et est-ce que cet apaisement trouve sa signifiance dans le fait que M. Letchimy vous a soutenu et a eu un soutien déterminant dans votre nomination au Conseil économique, enfin on va faire court au CESE, qui a été évoqué par Kathleen en début d'émission? Alors, 3 réponses. 1. Vous parlez d'une lettre qui est exacte, mais ce n'est pas moi qui l'ai rendue publique. Ah, d'accord. C'est le maire du Lamentin qui l'a rendue publique. D'accord. 2. Pour le CESE, Serge Letchimy avait un autre candidat. Il était président de région. Je l'ai rencontré dans le cadre des démarches parce que Paris m'avait demandé de le faire. Mais je n'étais pas son candidat. Tout le monde sait quel était son candidat. Et donc, vous pouvez dire et donc c'est Paris. C'est Paris. Non, par courtoisie D'accord. pour cette personne qui n'a pas été retenue, nommée, je me dois de respecter cela. D'accord. Et puis la troisième chose, mais je n'ai de difficulté avec aucun Martiniquais. Tous ceux qui sont autour de cette table et qui sont mes contradicteurs aiment la Martinique comme moi. À quel titre puis-je, moi, me décerner un brevet d'en vouloir à X ou à Y? Ce que, par contre, je sais, c'est que j'ai toujours considéré que la politique devait grandir les hommes. Et tous ceux qui veulent faire la politique et la pratiquer en ayant autour d'eux uniquement des sous-babais, comme on dit en créole. Un sous-babeur, c'est un béni, oui, c'est un flatteur. Okay. Ah, vous ne savez pas parler créole, monsieur Iras? Non, quelle conclusion hâtive, mais vous êtes sévère. Voilà. Non, mais je vous taquine. Très bien, parce qu'il vous reste plus de temps, Philippe Adomaya, donc finissez sur ce... Eh bien, voilà, vous avez ma réponse. Merci, monsieur le Maire. Alors, Raphaël Vaugirard, bonsoir. Dans... Alors, monsieur Vaugirard, je vous dis ça tout de suite. Donc, vous, il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Ah bon. 2 minutes. Alors, je vous écoute. Alors, dans une interview récente, vous disiez que pour cette élection, et peut-être plus largement, votre base, c'est le Gros Morne. Alors, au municipal 2014, au Gros Morne, au second tour, vous aviez obtenu 1173 voix. Ah non, 1273 voix. Monsieur. Ah, sans le plus. Ouais, mes chiffres étaient erronés. Ouais. Monsieur Couturier en avait obtenu 2180, là, on est d'accord? Oui. D'accord. Est-ce que... je rappelle que pour le premier tour de la présidentielle 2017, vous souteniez évidemment le candidat Benoît Hamon, qui a obtenu 237 voix au Gros Morne. Est-ce qu'il y aura un effet négatif de la présidentielle sur votre candidature? Non, ce sont des élections totalement différentes. D'accord. Pour l'électeur, c'est totalement distinct. Non, mais je pense que c'est oui, dans la logique et puis dans la logique médiatique également. C'est-à-dire? Et puis non, c'est-à-dire la manière que tous les projets ont été présentés, que les candidats se sont présentés. Beaucoup de socialistes ont voté, il faut le dire, pour Mélenchon. Il faut le savoir, il faut le dire. Par conséquent, les choses sont un peu mélangées. Mais pour revenir au Gros Morne, le Gros Morne était très divisé en 2014. Lorsqu'il s'est présenté, il y avait 8 candidats. Donc, il y avait beaucoup de divisions, mais les choses se sont apaisées. Des gens qui s'opposaient à moi, maintenant, pour des raisons locales, je préfère dire, nous nous sommes rencontrés, nous avons fait la campagne d'Ensemble pour une Martinique Nouvelle en 2015 ensemble, et nous avons reconstitué, rassemblé le Gros Morne, notamment la gauche gaumonnaise. D'accord.
Est-ce que... J'ai encore un peu de temps pour oui, pour lui. Pour Monsieur Vaugirard. Non, mais je veux faire ma conclusion. Non, mais la minute de conclusion est intacte. Hein, c'est hors de ce temps. Bon, alors, là, il vous reste combien? On va me dire dans moins d'une minute. Alors, vous avez tout à l'heure dit que vous... je sais que vous insistez sur le fait que vous voulez siéger dans un groupe parlementaire relativement puissant. Aujourd'hui, quelle garantie pouvez-vous en avoir? Je n'ai pas de garantie puisque je n'ai pas les résultats des socialistes. Mais moi, je suis un socialiste, je reste dans mon parti, je ne vais pas faire le zingzolage. Un groupe de 15 personnes? Non, écoutez, non. GDR, par exemple, est un groupe inaudible à l'Assemblée nationale. Il faut exclure cette hypothèse, M. Irasc. Il est hors de question que le Parti socialiste descende à 15. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je vous le dis. Mais on sait que le nombre minimal pour constituer un groupe à l'Assemblée, c'est 15 personnes. Pour vous, ça vous semble un groupe particulièrement inaudible quand on est composé de 15 personnes? Ce qu'on a constaté, c'est que nos députés qui appartenaient à GDR, ne pesaient pas, étaient inaudibles, ils n'ont pas pu proposer de projet de loi. Donc, pourtant, ils sont élus. Pourtant, ils sont élus. Mystère. Merci. Monsieur Lebon, bonsoir. Alors, en 2012, on l'a rappelé, je crois, ce soir, vous étiez candidat aux législatives, mais dans une autre circonscription, celle du Nord. Est-ce que sur les 5 dernières années, vous avez fait valoir votre présence sur le terrain, vos activités associatives? Objectivement, je crois que vous n'avez pas la langue de bois. Est-ce que ça va suffire pour accéder au second tour cette année? Alors très rapidement, Monsieur Lebon, parce que vous êtes sur... Il ne reste plus beaucoup de temps. Okay. Oui, il y a beaucoup de gens autour de ce plateau qui, comme moi, n'ont aucune responsabilité politique et qui comptent sur leur expérience, leur notoriété, mais également sur leur responsabilité associative. Si ça peut répondre à la question que vous posez. Vous considérez donc sur l'exacte même ligne de départ que comme on dit chez nous, on est même larelle. Très bien, merci. Bonsoir Madame Hubert. Bonsoir. Alors, évidemment, ça a été dit et répété ce soir, beaucoup de Martiniquais vous découvrent. Oui. Jusqu'où êtes-vous prête ou résolue à aller avec l'UDI? Il y a une expression en créole qui dit, et là je parle sous l'autorité de M. Edmond Mariette, qui dit qu'on vient faire un coup. Vous avez décrit un champ d'intervention extrêmement vaste, puisque c'est le champ de, j'ai presque envie de dire, de l'être humain en difficulté. Donc on peut légitimement supposer, et vous avez dit que vous avez débuté votre formation, que vous êtes parti en politique là pour des décennies. Je suis là. Et je reste. Jusqu'à... je suis engagée. Pas d'horizon. Je n'ai pas d'horizon. Borné. Non, je suis avec l'UDI et j'y reste. Demain, on verra ce qui se passera. Est-ce que vous resterez, parce qu'on l'a évoqué ce soir, parfois, d'une élection législative à l'autre, on change de circonscription. Vous resterez dans la circonscription centre, je suis fondamentalement centriste, humaniste, libéral. Donc il y a un lien de causalité entre votre positionnement idéologique et la circonscription Centre-Atlantique. D'accord, il y a un lien de... Oui, d'accord. Tout à fait. Très bien. Merci. Voilà. Merci Mike Irasc. Alors on a filé dans le temps, on passe à la minute de conclusion qui n'est plus une minute pour tout le monde. Alors Chantal Maignan et Philippe Edmond Mariette, on vous a rajouté, si vous en êtes d'accord, 30 secondes parce que vous aviez épuisé votre temps de parole. Il reste 1 minute 10 à M. Vaugirard pour la conclusion, 44 secondes à M. Lebon. Et Madame Hubert, vous avez votre pleine minute de conclusion. Alors c'est vous, Chantal Maignan, qui concluez en premier, 30 secondes. C'est parfait, mes chers concitoyens. La semaine dernière, vous avez porté à la responsabilité Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il revient devant vous pour vous demander à nouveau de lui faire confiance et de lui donner la majorité parlementaire dont il a besoin pour faire réussir notre pays, c'est-à-dire la France et la Martinique. Nous comptons vraiment sur votre engagement et vous pourrez compter aussi bien sur celui de notre président comme sur le mien propre, parce que vous me connaissez, je suis accessible, disponible et toujours très rigoureuse dans le travail que j'effectue auprès de vous depuis 10 ans. Je vous remercie. Merci. Vanessa Hubert, 1 minute pour conclure. Merci. Je prends mes notes, si vous permettez. Je crois que face aux difficultés existantes, des solutions sont possibles. Une fois députée, je travaillerai avec les élus à qui vous aurez fait confiance, dans l'intérêt local et pour la nation. Je crois que c'est unis par des valeurs communes que nous pouvons réussir. C'est pourquoi l'UDI
et moi-même, Vanessa Hubert, je soutiens une Martinique au travail. Je soutiens une Martinique compétente, éduquée et formée. Une Martinique d'initiative et d'innovation parce qu'elle est soutenue par des instances compétentes en Martinique. Élue à l'Assemblée nationale, je défendrai pour la Martinique son ouverture, ses valeurs, parce que la Martinique avance. Votez Vanessa Hubert. Merci. Merci, Madame Hubert. C'est à vous, Raphaël Vaugirard, de conclure. 1 minute, 10 secondes. Merci. Alors, électrices et électeurs du centre, je veux vous rappeler que la gauche socialiste est à l'origine de toutes les avancées sociales dont bénéficient beaucoup d'entre nous. Qui a créé le RMI? Michel Rocard, qui permet à 44 000 familles de bénéficier de minimum vital aujourd'hui. Qui a créé les emplois jeunes? En 1997, c'était Martine Aubry. 10 000 jeunes ont été insérés et avec François Hollande, 150 000 contrats d'avenir ont été créés. Qui a créé la complémentaire santé obligatoire pour les travailleurs? Là encore, c'est François Hollande. Qui a créé le compte pénibilité? Là encore, ce sont des socialistes. Alors, Mamaïla, bas en socialiste chancelant, bas en socialiste force-là, pour continuer de travailler là, pour nous faire Martinique avancer. Merci beaucoup. Merci. Franz Lebon, 44 secondes. Mes chers compatriotes, vous avez porté à la présidence française M. Emmanuel Macron. Il a promis de faire un certain nombre de choses pour nos contrées. Il a promis, entre autres, de faire en sorte que pour l'éducation, qu'il y ait une classe où il y aurait 12 élèves. Je pense que c'est une bonne mesure. Mais je pense aussi que c'est une mesure qui va tarder à entrer en application parce que nous n'avons pas les moyens d'aller au-delà de ce que permet le budget de l'État. Si je cite cet exemple, c'est simplement pour vous rappeler que souvent, nous avons eu affaire à des gens, à des présidents, à des équipes politiques qui ont fait des promesses qui n'ont jamais été tenues. Ce que je vais vous dire ce soir, c'est que vous ne devez compter que sur vous-même. Vous ne devez compter que sur le rassemblement des forces martiniquaises qui, réunies, unies, pourront, à l'Assemblée nationale, porter la voix de notre pays et faire en sorte que nous soyons entendus, au-delà de nos différences. C'est cela que je souhaitais vous dire, et c'est la raison pour laquelle je vous demande de voter pour Franz Lebon et pour sa suppléante Marie-André Saint-Honoré. Merci, Monsieur Lebon. Et vous, Philippe Edmond-Mariette, il vous reste 30 secondes offertes pour conclure cette émission. Merci. Mesdames, Messieurs, la Martinique aujourd'hui est en difficulté. Plus que jamais, vous avez besoin que votre voix soit portée. De familles nombreuses, j'ai toujours su tendre la main et prendre la main des autres. Mon parcours associatif le démontre, mon parcours militant le démontre, mon parcours professionnel le démontre. Je souhaite de nouveau être mis en responsabilité pour défendre ce pays-là, parce que pour lui, j'ai à la fois un amour particulier, comme beaucoup d'entre nous, mais surtout, je me dis que vous ne devez plus laisser d'autres décider à votre place et parler en votre nom. Je suis donc prêt à défendre la Martinique et à porter à Paris notre voix pour que nous puissions conquérir plus de droits. Merci en pile, merci en chai, bah moins fausse là. Voilà, c'est la fin de notre premier débat. Je vous remercie beaucoup chaleureusement d'y avoir participé. Restez avec nous. Dans quelques minutes, nous nous retrouvons pour le deuxième débat de la soirée avec Géraldine de Toré de la France Insoumise, Josette Manin de PMN, Karine Mousseau des Républicains, Gérard Talmassi de Nous Pepla et Christian Verneuil du RDM. Ce sera juste après cette courte pause. À tout de suite.